Vous avez des Propose de questions, n'hésitez commencer pas. par un petit quiz pour commencer un petit peu sur de l'interactif. Comme le disait Julie, on va présenter ce qu'on fait chez Crésus. Mais comme vous le savez, hein, nous, notre cœur de métier, on va dire primaire, c'est le surendettement. Donc, on s'est dit qu'on allait faire un petit quiz sur le surendettement. Et en fait, l'idée, hein, c'est bien sûr de revenir sur ce qu'est le surendettement, mais également de détruire les clichés sur le surendettement. Hop. Alors, en fait, ce petit quiz, il est fait avec des verbatims hein, de nos bénéficiaires qui ne connaissent pas le surendettement, qui n'ont pas forcément très envie de déposer un dossier de surendettement, et donc qui nous donnent ces informations-là. Et ce qu'on vous propose avec Julie, c'est qu'on va revenir sur chaque verbatim, et puis vous allez nous dire si vous pensez que c'est plutôt vrai ou plutôt faux. Et donc, notre premier verbatim, ça va être « Je ne peux pas déposer un dossier de surendettement parce que j'ai un bien immobilier et je ne veux pas le vendre ». On vous laisse peut-être participer sur le chat. Et donc, Julien, moi, je vois pas les réponses, donc là, je te laisserai la main. Donc oui, on pourra vous envoyer le support après, Frédéric. Bon, là, il y a faux, 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 hein. On a Bon, en fait, il n'y a plus rien à vous apprendre, hein, c'est des parfait. experts du surendettement. En fait, cette Faux, phrase, faux, elle nous semble... faux. Vas-y, vas-y. Cette phrase, elle nous semble importante parce que ça peut être une des raisons pour lesquelles les gens hésitent à déposer un dossier de surendettement, notamment parce qu'ils ont un bien immobilier. Déjà, premièrement, parce qu'ils pensent que en ayant un bien immobilier éventuellement dont la valeur est supérieure au montant de leur dette, ces personnes se disent bon bah je peux pas être considéré en surendettement, mais également parce que ils pensent que dès lors qu'on dépose un dossier de surendettement et qu'on a un bien immobilier, eh ben, la Banque de France dit il faut vendre. Voire c'est la Banque de France qui vend le bien. Alors là, effectivement, nous, cette phrase, elle nous permet de casser les clichés. Parce que déjà la première chose, et ça c'est bien inscrit dans le code de la consommation, on peut tout à fait être en surendettement, avoir un bien immobilier qui a une valeur plus importante que les dettes. L'idée du surendettement, hein, c'est toujours de ne pas pouvoir faire face à ces dettes exigibles et à échoir. Et en fait, on parle, est-ce qu'on a l'argent liquide, entre guillemets, pour pouvoir payer ces dettes? Et en fait, depuis une dizaine d'années, la Banque de France, elle va toujours faire en sorte, quand elle le peut bien sûr, de maintenir le bien immobilier des personnes en surendettement, notamment en prévoyant des plans de surendettement, des plans de réaménagement de dette qui peuvent durer jusqu'à 25 ans. Donc ça, c'est la première chose. Et malheureusement, lorsque la capacité de remboursement ne permet pas de garder son bien, de payer toutes ses dettes en 25 ans, la Banque de France va toujours laisser un délai de 2 ans durant lequel toutes les dettes seront suspendues pour que la personne puisse vendre son bien, mais puisse vendre son bien bien et pas au rabais. La deuxième, ce qu'on entend beaucoup aussi, c'est je ne peux pas déposer un dossier de surendettement car je vais être interdit bancaire. Alors, vrai ou faux? Vrai ou faux, oui. Pour l'instant, il n'y a que des faux. Encore une fois, c'est parfait. Alors, un point quand même par rapport à ça, souvent on nous dit je ne veux pas déposer de dossier de surendettement parce que je vais être interdit bancaire. En fait, l'interdiction bancaire, ce n'est pas un terme juridique. Donc, on va mettre derrière interdiction bancaire et les gens vont mettre derrière interdiction bancaire un peu tout et son contraire. Il y a certaines personnes qui vont considérer que l'interdiction bancaire, c'est le fait d'être fiché au FICP, le fichier des incidents de paiement de crédit. Et là, effectivement, c'est effectivement le fichage, il arrive dès lors qu'on dépose un dossier de surendettement. Mais ce fichage, c'est pas un fichage qui empêche de avoir un compte bancaire, parce que c'est souvent ça le risque, hein. Les gens ils pensent qu'ils n'auront plus le droit à un compte bancaire. C'est un fichage qui empêche de faire des nouveaux crédits. Et malheureusement, souvent, hein, les gens, quand ils viennent nous voir, malheureusement, ils sont déjà en défaut vis-à-vis de leur crédit, donc ils sont déjà fichés. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on est en dossier de surendettement, fichage ou pas, on a l'interdiction de faire de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits. Mais par contre, on a bien évidemment droit à un compte bancaire. Je rappelle hein, que le droit à un compte bancaire, c'est un droit qui est garanti en France. Et puis pour finir, je ne peux pas déposer un dossier de surendettement parce que je gagne 3 000 euros par mois, vrai ou faux? C'est faux, 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 faux.
Et c'est Faux, faux, faux. effectivement faux. Alors, la version un peu caricaturale de cette phrase, c'est: «Je ne peux pas déposer un dossier de surendettement parce que je ne suis pas pauvre». Pour rappel, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait de déposer un dossier de surendettement, c'est quand on ne peut pas faire face à ses dettes exigibles. La Banque de France, elle va calculer une capacité de remboursement de la personne, mais ce n'est pas uniquement en fonction des revenus. Il n'y a pas que certaines catégories de revenus qui peuvent déposer un dossier de surendettement et d'autres non. Donc c'est toujours en fonction des ressources, effectivement, mais également en fonction des charges et en fonction surtout du montant des dettes. Donc voilà pour le petit vrai ou faux qui nous permet de replacer un petit peu le débat sur le surendettement. On va commencer par un petit historique et revenir en fait sur l'histoire de Crésus de 1992 à nos jours. Et avant de commencer, on va vous proposer le témoignage d'une de nos bénéficiaires qui s'appelle Eliane, qui a accepté de témoigner pour Combini à visage découvert. Donc on remercie encore Eliane d'avoir accepté de faire ce témoignage. Elle explique pourquoi elle a accepté et qui, selon nous, représente tout à fait, que ce soit l'accompagnement Crésus, mais également la situation dans laquelle les personnes, quand on les contacte, quand on les a au téléphone, dans quelle situation ils sont. Donc, je vous propose de laisser la parole à Eliane. Il n'y a pas de son, hein, Pauline. Ah, vous n'avez pas le son. Ah bon, on avait fait un test tout à l'heure, mais ça n'a pas marché. Alors, attendez. Ça va revenir normalement. Excusez-moi. Hein. Hop. Un écran. Et ensuite, il y a un... Ah, ouais, Eliane, pour l'instant. Hop. Ah, pourquoi il n'apparaît pas le truc? Ah, je suis désolée. Ah, Normalement, voilà. tu as quoi? Tu as le son qui se C'est lance? bon, c'est arrivé. Ça va marcher, excusez-moi. Hein. J'accepte de témoigner à visage découvert, ça me donne de l'émotion parce que je pense que c'est pour dépasser la peur du regard des autres, dépasser la honte, la culpabilité. Oui. Je vivais normalement, sans trop dépenser, mais je pouvais me payer des activités sportives, des petits week-ends, des vêtements, j'adore les vêtements, ça allait. Je me suis retrouvée en difficulté après le Covid parce que j'ai perdu une grande partie de ma clientèle qui ne voulait pas travailler en visioconférence. Et ensuite, après le Covid, j'ai eu un piratage de ma carte bancaire qui m'a mise en grande difficulté avec refus de la banque de me rembourser pendant plusieurs mois et j'ai été remboursée au bout de 7 ou 8 mois de un tiers. Donc là, j'ai plongé littéralement dans l'endettement. Votre dette, elle s'élevait à combien? Un peu plus de 20 000 €. Comment on se rend compte qu'on n'y arrive plus? Quand on a du mal à payer son carburant, puis ses courses pour manger. Alors moi qui ai peur du manque en alimentation, c'était le comble. Donc dès que je sentais que j'avais plus beaucoup d'argent, j'achetais plein à manger. Je devais faire attention à tout. Et surtout, j'étais tout le temps en train de négocier. Est-ce que vous acceptez que je vous paye telle somme dans 3 jours? Ou est-ce que vous acceptez de renégocier, comme pour ma voiture, de renégocier le prêt, mais de renégociation en renégociation, ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai toujours pensé que je pouvais me débrouiller toute seule, que je pouvais m'en sortir, que je faisais des actions pour essayer d'avoir plus de clientèle. J'ai lâché le cabinet professionnel, je me suis mise à prendre des espaces de coworking. J'ai vendu pas mal de choses. Tous les meubles de mon cabinet, plein de vêtements, plein de chaussures pour survivre. C'est pas évident aussi de ne plus avoir de mutuelle et également de faire une demande de mutuelle sociale. C'est lourd, c'est difficile à accepter d'aller avec sa carte vitale qui montre bien que vous faites partie des gens qui sont aidés par la société. Je me repliais sur moi-même. Déjà, j'évitais les sorties parce que j'avais pas les moyens. Et deuxièmement, je n'étais pas disponible à autre chose que ce que j'étais en train de vivre. La tête dans comment je vais m'acheter ça, quand est-ce que je vais pouvoir payer ça, aussi comment je vais rebondir. Alors ma famille était au courant, certains amis, mais pas trop parce que ma famille, par exemple, moi je me fais un point d'honneur, je veux pas que mes enfants me prennent en charge. Ma fille aînée, elle a 3 enfants qui font des études, je vais pas aller en plus dire j'ai besoin d'argent à la fin du mois. C'est impensable pour moi. Et je tiens aussi à garder mon autonomie et donc voilà, je me bouge. Moi je suis dans la logique de je vais y arriver et à un moment donné, je suis obligée de me rendre à l'évidence en renégociant le prêt pour ma voiture. J'ai eu affaire à une personne qui m'a indiqué la
l'association Crésus, qui l'association Crésus m'a donné des informations, m'a fait des propositions d'accompagnement que je n'ai pas tout de suite acceptées parce que j'étais toujours dans cette envie de m'en sortir toute seule. Et petit à petit, je me suis rendue à l'évidence que je ne pouvais pas et que, en plus, en restant toute seule, je reste victime de moi-même. Une fois que la procédure a été mise en route, tout est bloqué, les créanciers reçoivent un courrier et j'ai pu souffler. Le Crésus, il vous accompagne dans la procédure. Après, c'est le tribunal qui va décider. La décision du tribunal a été d'effacer le passif et c'est une grosse libération. Vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Ma retraite me permet de payer mon loyer et les charges de ma location. Mais après, je n'ai plus rien pour vivre. J'ai pensé à déménager, mais c'est pas facile de trouver un appartement si on n'a pas quelqu'un qui sert de caution. Et ça, j'ai pas envie de demander à mes enfants. Et puis, le lieu où j'habite contribue à mon bien-être. Je peux aller faire du kayak gratuitement, puisque j'ai mon canoë. Je peux aller marcher dans la forêt. Je peux aller faire du vélo sur la piste cyclable. J'ai quelques clients en accompagnement coaching et c'est ce qui me permet de vivre, de m'acheter à manger. Je calcule maintenant un petit peu moins. Je n'ai plus besoin de lutter contre la peur du manque et des appels de réclamation. Là, vous avez retrouvé votre vie d'avant? Non, ça peut pas être comme avant et je n'ai pas encore assez retrouvé de clientèle pour me permettre de dire que j'ai une meilleure situation. Je fais avec ce que j'ai, qui est minime, mais j'arrive à faire avec ce que j'ai. Alors pour ça, je m'intéresse aux réseaux sociaux. Je voudrais développer un accompagnement sur les réseaux sociaux, par exemple. J'étudie ça de près. Ça vous va, ce quotidien? Pas tout à fait, mais on pourrait s'y habituer, par contre. C'est de la survie. Je dois faire attention à tout, mais je n'ai plus ce poids. Et c'est pour ça que j'accepte de témoigner à visage découvert. Ça me donne de l'émotion parce que je pense que c'est pour dépasser la peur du regard des autres, dépasser la honte, la culpabilité. Oui. Et vraiment transcender cette situation et dire oui, je l'ai vécu et on peut en sortir, je suis en train d'en sortir là. Et aussi pour dire à d'autres, allez-y, faites-vous accompagner, acceptez de demander de l'aide et acceptez d'être aidé. C'est pour ça que... Donc voilà, le témoignage d'Eliane, il est vraiment intéressant. Alors déjà, il est assez émouvant. Il est vraiment intéressant parce qu'il ressort dans son témoignage vraiment un peu toutes les étapes que vont suivre nos bénéficiaires, en tout cas les personnes en difficulté financière, et notamment la peur du regard des autres, la peur de se faire aider finalement, la peur de dépendre des autres et la volonté de s'en sortir seule. Et en fait, nous, ce qu'on constate, c'est que souvent, les personnes qui s'en sortent seules, qui ne demandent pas d'aide, il y a un risque qu'ils choisissent les mauvaises solutions. Et là, on voit que Eliane, c'est vraiment son message à la fin de la vidéo, c'est il ne faut pas hésiter à accepter de l'aide parce que le budget, moi je dis souvent, c'est un petit peu comme un psy, c'est que avec un conseiller budgétaire, ça permet vraiment d'avoir un regard objectif par quelqu'un qui va pouvoir proposer des pistes de solutions et des recommandations parce que c'est des personnes qui connaissent les dispositifs. Et puis je vais arrêter de parler de personnes, mais en tout cas chez Crésus, que ce soit, vous verrez des différentes structures, qu'on parle de la Fédération Crésus, les associations sur le terrain, ou la plateforme à Strasbourg, nous on connaît les dispositifs et on a un regard extérieur qui va nous permettre d'accompagner la personne de la meilleure façon. Donc voilà, on remercie beaucoup Eliane pour son témoignage et puis je vais vous proposer de commencer par un petit peu d'histoire pour présenter Crésus. Qui sommes-nous, d'où venons-nous? Donc Crésus, ça a été créé en 1992 en Alsace, à Strasbourg, et à la base, c'était une expérimentation qui devait durer en gros 2 ans et suivre une dizaine de bénéficiaires. L'idée, c'était des personnes qui travaillaient en Allemagne, vivaient en Alsace, qui avaient été licenciées dans le cadre de la crise économique du début des années 90 en Allemagne. Et on a aidé ces personnes à Strasbourg à déposer des délais de grâce. Donc, on ne s'est pas servi de la procédure de surendettement dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, elle n'était pas encore hyper protectrice. Donc, on a choisi l'outil du délai de grâce qui permet de demander la suspension
des prêts, en l'occurrence des prêts immobiliers pendant un délai de 2 ans, le temps que nos bénéficiaires de l'époque retrouvent un travail, retrouvent donc une capacité de remboursement et puissent garder leur maison dès qu'ils ont retrouvé un emploi. Donc Crésus Alsace, qui devait durer 2 ans, hein, vous voyez hein, que notre frise, elle ne s'arrête pas, j'ai envie de dire presque malheureusement, mais continue et Crésus Alsace s'est développé pour devenir Crésus. Et je dirais que la deuxième date clé, c'est en 2004. En 2004, on a créé la Fédération Crésus, donc, dont je suis la déléguée générale aujourd'hui. Et la Fédération Crésus, c'était quoi? C'est en fait, il y avait beaucoup d'associations qui avaient contacté Crésus Alsace pour échanger, bénéficier des différentes pratiques qui existaient à Crésus Alsace. Et en fait, à l'époque, c'est Jean-Louis Borloo qui, au début des années 2000, nous a convaincus qu'il était nécessaire de d'essaimer notre modèle de Crésus Alsace sur le reste de la France. Aujourd'hui, la Fédération Crésus, c'est 27 associations, j'en reparlerai tout à l'heure, hein, 224 points d'accueil, près de 500 bénévoles. Et donc, c'est des associations qui sont sur le terrain. Certaines sont points conseil budget et qui font aider les personnes à régler leurs difficultés financières. En 2008, création de la Fondation Crésus. Alors la Fondation Crésus, elle est née d'un constat. C'est que dans les associations sur le terrain, on faisait beaucoup de curatifs. Pourquoi on faisait beaucoup de curatifs? Parce que les gens venaient nous voir, nous on aime bien utiliser l'expression quand la maison brûle, pour les raisons que finalement Eliane a énoncées, parce que c'est des personnes qui ont du mal, qui ont peur du regard des autres, qui ont honte de leur situation, et donc qui vont être amenés à se faire aider qu'à partir du moment où les huissiers sont à la porte. Et partant de ce constat, on s'est dit, bon, alors c'est très important de faire du curatif et d'aider les personnes dans leurs difficultés financières et notamment avec la procédure de surendettement. Mais en 2008, on s'est dit, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on arrive à faire de la prévention. Et donc, on a décidé de créer cette nouvelle structure à Strasbourg en coopération avec les acteurs économiques. L'idée, c'était de se dire, bon, qui peut voir les premiers signes de fragilité financière d'une personne? Et bien finalement, c'est quand même en grande partie le banquier ou alors l'organisme de crédit. Et donc, on a décidé de créer la plateforme en 2008 à Strasbourg, qui est une plateforme d'entraide et d'accompagnement budgétaire, qui permet à des organismes financiers et des banques de transmettre les dossiers de leurs clients fragiles pour que ces personnes-là se fassent aider par Crésus. Donc à Strasbourg, vous avez une dizaine de salariés, cette plateforme budgétaire qui permet de couvrir toute la France parce que c'est une plateforme téléphonique et qui accompagne les clients fragiles des organismes bancaires et des organismes de crédit, et aujourd'hui qui accompagne même de manière beaucoup plus large toute entreprise qui souhaite trouver une solution pour accompagner ses salariés ou ses clients dans leurs difficultés financières. Toujours dans cette... Et ce qui est important dans le cadre de la Fondation en 2008, c'était de se dire on va faire de la prévention, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup plus de marge de manœuvre, parce que vous imaginez bien que dès lors que on n'a pas encore les défauts de paiement, par exemple, on va avoir plus de marge de manœuvre, notamment en termes de négociation, que quand on a déjà des impayés et que les huissiers sont à la porte. Dans ces cas-là, on a la procédure de surendettement, qui est une très bonne procédure, hein, vous le savez, nous on est les VRP de la procédure de surendettement, mais que ce soit pour nous ou pour les bénéficiaires, plus on agit tôt et plus on va avoir des solutions qui vont nous permettre d'éviter le dépôt d'un dossier de surendettement. En 2013, on a décidé, toujours dans cet état d'esprit de prévention, de s'investir sur l'éducation financière en créant un programme d'éducation budgétaire et financière, le programme Dilemme, dont Julie vous parlera tout à l'heure. Et l'idée de Dilemme, c'était vraiment de donner les clés aux citoyens, tout ça en ayant un esprit ludique, donc autour finalement d'un jeu, d'aborder des problématiques financières et donc de faire de l'éducation financière auprès des jeunes, mais je dirais auprès de tout public. Vous le verrez, hein, tout à l'heure Julie en parlera, on a commencé avec vraiment de l'éducation budgétaire et financière, le dilemme éducation qui est de l'éducation qui est très générale, et on a déployé ce jeu sur d'autres problématiques où il nous a semblé nécessaire de faire de l'information et de l'éducation budgétaire. En 2018, on a décidé, après avoir travaillé sur le curatif, sur le préventif, de travailler quasiment sur le prédictif. Et donc d'utiliser les nouvelles technologies pour
aider les personnes toujours pour prévenir les situations de surendettement. Dans ce cadre-là, on a créé une application qui s'appelle Budget Grande Vitesse, qui permet de connecter ses comptes bancaires en temps réel et d'avoir en temps réel sont disponibles. Pas le solde du compte qui ne dit pas si des dépenses vont passer ou pas, mais le disponible pour que la personne connaisse réellement sa capacité de consommation. On a également développé dans le cadre de nos innovations, et dont on vous parlera tout à l'heure, une application qui permet de développer et d'accélérer le processus de microcrédit accompagné. Donc l'application, elle s'appelle Microcrédit MCPA, que Julie vous présentera également tout à l'heure. Et notre dernier projet en 2023, on a ouvert la Maison Crésus au service de l'inclusion financière à Paris. Comme dit Monsieur Kiel, notre président, c'est notre ambassade parisienne parce que nous sommes strasbourgeois et notre siège perpétuel est en Alsace. Et on vous présentera la Maison Crésus tout à l'heure, qui elle est dédiée à l'accompagnement des entrepreneurs, à la formation, à l'éducation budgétaire et à l'accueil de terrain de Crésus Île-de-France. Je vous propose d'arrêter sur la chronologie et puis de vous présenter chaque structure dont on vient de parler. Julie, je te laisse me dire s'il y a déjà des questions. Non, Frédéric nous demandait si on allait revenir sur BGV, mais on va y revenir. J'ai répondu dans le chat. Tu peux y aller. Super, merci. Alors, on va commencer par la Fédération Crésus. Donc, comme je vous le disais, moi, c'est la structure pour laquelle je travaille. L'idée, c'était quoi en 2004? C'était vraiment de réunir des associations de territoire en une fédération pour faciliter l'échange de bonnes pratiques, apporter un soutien technique aux associations et puis former les bénévoles à l'accompagnement des personnes en difficulté financière. L'idée, c'était que la fédération garante, et l'idée qui existe encore aujourd'hui, c'est de garantir la cohérence d'un réseau national et développer une approche fondée sur l'expertise et sur le volontariat. L'action de la fédération, ça repose sur un principe clé, c'est accueillir, informer et accompagner les ménages en situation de surendettement pour prévenir l'exclusion financière et économique. Et je dirais que c'est ce qui regroupe tous les membres de la fédération Crésus et la fédération Crésus en elle-même, c'est des principes et des valeurs, et notamment l'expertise, mais également le non-jugement. Parce que chez Crésus, nous sommes là pour aider les personnes et pas pour juger de leur situation. Et c'est vrai que ça nous arrive souvent d'avoir des personnes qui nous disent « c'est de ma faute ». Et nous, l'objectif, c'est pas de savoir si c'est la faute de monsieur X, de l'organisme X ou même de la société, mais de trouver des solutions concrètes pour un rétablissement pérenne de la situation du bénéficiaire. Alors, ce réseau fédéral, qui est-il? Donc, Crésus, la fédération Crésus, aujourd'hui, c'est 27 associations qui restent indépendantes. Ces 27 associations travaillent dans le cadre de plus de 220 points d'accueil sur le territoire. Alors, ça va être soit des locaux dédiés à Crésus, mais c'est également des permanences qui sont accueillies par des mairies, des maisons des associations, des maisons de la justice et du droit. Mais ça peut même être des entreprises, des bailleurs sociaux qui vont permettre aux associations de tenir des permanences pour aider les personnes en difficulté financière. La fédération, c'est également près de 500 bénévoles experts. Alors, à l'origine, je dirais qu'on avait beaucoup de bénévoles qui étaient des anciens cadres bancaires, qui venaient des professions bancaires, professions juridiques et assurantielles. C'est encore le cas aujourd'hui, mais il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, on a des bénévoles qui viennent de tous horizons, même d'horizons qui n'ont aucun lien avec le travail social. C'est majoritairement composé par des personnes retraitées et qui vont bénéficier d'une formation. Ça, c'est vraiment important de le dire parce que nous, on est dépendants des bonnes volontés et des bénévoles qui acceptent de prendre de leur temps pour aider les bénéficiaires et les ménages en difficulté financière. Et en tout cas, nous, on met en place au niveau de la fédération et bien sûr dans chaque association une formation qui permet de pouvoir conseiller et accompagner les personnes en situation de malendettement ou de surendettement. L'engagement des bénévoles et des associations, ça va au-delà du suivi individuel. Il y a également, il existe parmi les associations des groupes d'échange, des groupes de parole, de l'entraide entre les membres, de la formation continue. Ça, c'est souvent assuré également par la fédération. Et donc, ça nous donne un accompagnement renforcé et adapté aux réalités de terrain. L'idée, c'est de se dire, c'est qu'on n'est pas un réseau complètement descendant et toutes les associations de Crésus sont les mêmes. Chaque association reste indépendante, mais unie par des valeurs et par des outils.
Et puis, le dernier projet fédéral dont je vous ai parlé tout à l'heure, en 2023, on a eu le plaisir d'ouvrir la Maison Crésus au service de l'inclusion financière. Cette maison, elle est à Paris, elle est dans le 14e et elle rassemble tout le savoir-faire de Crésus en matière de lutte contre le surendettement et d'éducation financière. Pourquoi on dit ça? C'est parce qu'au sein de la Maison Crésus, on a un regroupement entre les équipes de Dilemme, les équipes d'éducation financière, des équipes de Crésus Île-de-France, dont le siège est maintenant à la Maison Crésus, et également, et ça c'est tout le projet de la Maison Crésus, c'est un lieu également dédié à l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté. Alors évidemment les ménages, ça c'est notre cœur de métier, mais également les entrepreneurs en difficulté. En fait, c'est une réflexion qu'on mène depuis, je dirais, la moitié des années 2010, où on a vu une explosion du nombre de travailleurs indépendants, beaucoup de structures qui existent pour les accompagner à la création de leur activité, mais beaucoup moins de structures pour les accompagner à la fin de leur activité ou alors lorsque eux sont en difficulté. Donc, on a décidé de dédier cette Maison Crésus à l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté. Donc, on a une équipe de bénévoles spécialisée au sein de la Maison Crésus pour accompagner les entrepreneurs en difficulté. Et également, on profite de cette Maison Crésus pour faire des formations à des accompagnants d'entrepreneurs sur la gestion des difficultés financières des entrepreneurs. Pour vous dire, en fait, l'idée, c'était un peu de reprendre l'idée originale à Strasbourg, à Crésus Alsace, dès ses débuts, de faire de l'accompagnement des entrepreneurs. Et donc là, on a développé cette activité sur la Maison Crésus à Paris. L'idée de la Maison Crésus également, je pense que ça c'est important de le dire, c'est peut-être de se faire réunir des personnes ou des structures qui n'ont pas forcément l'habitude de se réunir. Donc c'est un lieu qui est ouvert et on invite tout le monde, nos partenaires, à pouvoir organiser des réunions pour pouvoir échanger dans tout l'écosystème de l'inclusion financière pour pouvoir échanger sur ces sujets. Voilà pour la fédération. Julie, je te laisse. Alors, Pauline, oui. Ouais, Pauline, il y a Frédéric qui demande c'est quoi une caisse solidaire pour Besançon? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de la fédération, en fait, il y a des associations qui ont été créées pour devenir Crésus, pour être Crésus. Et donc, c'est les associations qui s'appellent Crésus Alsace, par exemple. Mais on a également mis en place un système de labellisation et d'associations qui existaient déjà sur le territoire et qui ont ouvert un département Crésus qui va permettre d'aider les personnes en difficulté financière. Donc la Caisse solidaire à Besançon, c'est une association qui existait avant de rejoindre le réseau Crésus, qui était spécialisée dans le microcrédit et qui a obtenu le label Crésus. Et une remarque ou une question d'Olivia, les entrepreneurs peuvent déposer un dossier de surendettement. Est-ce que tu peux approfondir rapidement et sans rentrer trop dans le juridique cette remarque? Alors, je vais essayer d'être rapide et sans rentrer dans le juridique, mais sachez que ma réponse, du coup, juridiquement, n'est pas complètement d'équerre. En tout cas, effectivement, il y a une loi en 2022 qui a ouvert la possibilité pour un entrepreneur de voir ses dettes personnelles traitées par la Banque de France. Mais ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que ça va être uniquement sur le personnel, alors que les entrepreneurs peuvent avoir des difficultés professionnelles également, qui, elles, vont être traitées plutôt par le tribunal de commerce. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit, même si la Banque de France peut traiter le budget personnel de l'entrepreneur individuel, ça doit toujours passer par les fourches codines du tribunal de commerce, qui est la seule structure compétente pour transmettre le dossier d'un entrepreneur individuel, le budget personnel, à la Banque de France. J'espère avoir été courte et compréhensible. On pourra toujours y revenir s'il nous reste un peu de temps en fin de session, mais c'était clair. Merci. Eh bien, écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de continuer et maintenant d'aborder, après avoir vu l'accompagnement de terrain, l'accompagnement que nous, malheureusement, on constate peut-être plus sur le curatif, avec beaucoup de dossiers de surendettement, on va passer sur la Fondation Crésus et donc les outils qui ont été déployés pour pouvoir aller de plus en plus vers la prévention du surendettement, outils qui, pour certains, sont traités uniquement par la Fondation, mais mis à disposition des associations du réseau Crésus.
Et pour commencer, on va commencer à parler de la plateforme d'entraide et de médiation. Donc ça, c'est la plateforme budgétaire dont je vous ai parlé à Strasbourg. C'est une plateforme téléphonique qui a été créée en 2008. Et dans l'idée, c'était vraiment de travailler en partenariat et en coopération avec des organismes financiers et bancaires pour que dès les premiers signes de fragilité, ils puissent nous transmettre leurs bénéficiaires pour que nous, on puisse leur faire un accompagnement pour, dans la mesure du possible, éviter le dépôt de dossiers de surendettement. Alors bien évidemment, quand après un diagnostic, on voit que la personne doit profiter de la procédure de surendettement, on va l'orienter vers cette solution. Et donc, comme je vous le disais, la plateforme, elle a été créée en 2008. Depuis 2008, il y a plus de 75 000 ménages et d'entrepreneurs qui ont été accompagnés par cette plateforme téléphonique à Strasbourg. Elle est née d'une volonté de coopération entre les parties prenantes et en tout cas dans un premier temps, notamment les banques et les organismes financiers. Et tout l'objectif, c'est vraiment de rechercher une solution pour agir en prévention avant les difficultés financières. Et là, vous voyez qu'il y a une présentation un petit peu du schéma du fonctionnement de la plateforme avec un partenaire qui va détecter son client ou peut-être son salarié en fragilité financière, mais pas encore en surendettement, qui va proposer à son client ou à son salarié un accompagnement Crésus, son public fragile, un accompagnement Crésus, et par une interface et un intranet sécurisé, le partenaire va prendre rendez-vous avec la plateforme téléphonique à Strasbourg pour cette personne, et cette personne aura un premier rendez-vous durant lequel un diagnostic sera fait et où les accompagnants, les conseillers de la plateforme budgétaire vont accompagner les personnes pour trouver des solutions. Et là, vous voyez un petit peu ce qui s'offre comme outil à la plateforme la plateforme budgétaire de Strasbourg. Donc, comme je vous l'ai dit, on commence toujours par faire un diagnostic budgétaire. L'idée, c'est de faire une situation de la situation à un instant T pour voir quels sont les moyens d'action pour rétablir de manière pérenne la situation de la personne. Alors, lorsqu'on est vraiment en prévention et qu'on n'a pas encore d'impayés et que là, on a des difficultés de gestion, on va pouvoir faire de l'accompagnement budgétaire avec un focus sur l'amélioration des revenus et la baisse des charges. L'idée, c'est quoi? Ça va être des points mensuels budgétaires, de rechercher les aides auxquelles la personne peut prétendre, de résoudre potentiellement des problèmes ponctuels et également un soutien psychologique auprès des personnes en difficulté financière. Et moi, j'ai l'habitude de dire que on a la chance, nous, chez Crésus, de travailler sur la problématique des difficultés financières et pas sur la santé, et qu'en matière de difficultés financières, il y a très peu de solutions incurables. Et donc, quand on fait un accompagnement, dès lors qu'on va pouvoir dire à la personne, on a une solution pour vous, alors je ne dis pas que la solution est toujours simple, mais on a une solution pour vous, je dirais que déjà rien que ça, pour la personne de pouvoir se confier, pouvoir expliquer ses difficultés et d'entendre il existe des solutions, je dirais que c'est le premier pas d'un soutien psychologique. Lorsque on est dans une situation, donc toujours en prévention, mais là où on voit qu'un peu au-delà des difficultés de gestion, on a une difficulté notamment au vu du montant des mensualités de crédit, on a la chance de pouvoir, grâce à nos partenaires, négocier. Alors, ce n'est pas du regroupement de crédit ou du rachat de crédit, l'idée, ça va vraiment être d'essayer avec l'ensemble des créanciers de trouver une solution en diminuant les mensualités. Ça va être par exemple de transformer des crédits renouvelables en crédits amortissables, ou alors d'augmenter la durée pour diminuer la mensualité. Et l'objectif, vous l'avez bien compris, ça va être d'augmenter le reste à vivre de la personne, le disponible de la personne. Cette médiation bancaire, elle est toujours complétée et cumulée, j'ai envie de dire, avec un accompagnement budgétaire, donc aider la personne à prendre conscience de son budget et lui donner les conseils pour une meilleure gestion du budgétaire. Et puis parfois, malheureusement, les dossiers qu'on va traiter ne sont pas pris assez tôt, et donc on va pouvoir aider les personnes et accompagner les personnes à déposer un dossier de surendettement ou une demande de délai de grâce. Le délai de grâce, je vous en parlais tout à l'heure, c'est demander au juge de suspendre les mensualités de crédit pendant une durée maximum de 2 ans. L'idée, c'est qu'on va accompagner les personnes jusqu'au plan définitif, voire pendant le plan, on va les aider à constituer une épargne de précaution et donc les suivre dans le cadre d'un accompagnement budgétaire. Vous le voyez en bas de la diapositive, on va avoir 3 services qui vont appuyer ces différentes possibilités d'intervention. Notre service assurance qui va permettre de faire un diagnostic complet sur l'assurance de la personne, voire sa surassurance et éventuellement
proposer des assurances inclusives, l'appui juridique qui va permettre d'aider les personnes à comprendre juridiquement. On ne va pas faire du conseil juridique, mais on va faire de l'information juridique, aider à comprendre les différents documents, les différentes procédures. Et puis, comme vous le voyez, je parlais de la maison Crésus tout à l'heure, mais également un pôle entrepreneur qui va pouvoir aider les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat. La question de Frédéric montrait bien que, en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas si simple en termes de procédure en cas de difficulté financière. Et donc, on a un pôle spécialisé entrepreneur dans ce cadre. Voilà pour la plateforme d'accompagnement budgétaire à Strasbourg. Juste avant de passer au microcrédit, Pauline, il y avait une question sur le rachat de crédit. Tu l'as évoqué, mais peut-être tu peux rentrer un tout petit peu dans le détail. Est-ce qu'on a la possibilité de proposer du rachat de crédit? Et non, on ne propose pas de rachat de crédit. Nous, l'idée, c'est vraiment de faire de l'intermédiation financière, de réussir à trouver, et grâce à notre accompagnement budgétaire également, de réussir à trouver à faire des propositions aux différents créanciers existants pour qu'ils puissent réaménager leurs propres créances et non de faire racheter les créances, soit par un organisme ou un autre. Mais vraiment, c'est de la négociation ligne de crédit par ligne de crédit. Merci, Pauline. Et les autres questions, j'ai répondu dans le chat. Ok, On parfait. prendra un petit temps à la fin. Ok, donc pour le microcrédit personnel accompagné, je te laisse passer la slide. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le microcrédit, mais juste pour rappeler le contexte, c'est un prêt qui peut être accordé à une personne exclue du système financier classique, sous condition, afin de financer un projet personnel ayant pour l'objectif l'amélioration de l'employabilité ou des conditions de vie de la personne. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment un microcrédit qui va aller financer un projet qui va permettre d'améliorer l'employabilité ou les conditions de vie de la personne qui est initialement exclue du système financier classique. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail, donc c'est des prêts qui sont rendus possibles par la garantie du Fonds de cohésion sociale qui va assurer à hauteur de 50% sous réserve que le souscripteur soit accompagné par un acteur social que nous sommes à Crésus sur l'ensemble de la durée du prêt. Cet accompagnement permet d'éviter tout risque de surendettement. Donc, vous l'avez compris, nous, ce qu'on va faire à Crésus, autant sur les assos que sur la plateforme, on va avoir des personnes qui vont avoir un projet et on va regarder si ce projet il peut être financé par un microcrédit. Et si c'est la solution, on va les accompagner dans la préparation de leur budget et on va les accompagner vers leur demande de microcrédit auprès du financeur. Nous, on ne finance pas le microcrédit, on accompagne dans la gestion du budget vers le microcrédit. Et après, si la demande est acceptée par le financeur, la personne sera suivie durant toute la durée de son microcrédit, qui peut permettre, par exemple, de financer une voiture. Par exemple, vous cherchez du travail, vous avez trouvé un travail, mais il vous faut une voiture pour vous rendre sur votre lieu de travail. Pour avoir le travail, il vous faut la voiture, donc vous avez besoin d'un microcrédit pour l'avoir. Et donc ça, c'est typiquement un projet sur lequel on va pouvoir aider nos bénéficiaires en les accompagnant du début à la fin. Pour info, c'est 8 000 €. Oui, pardon ? Non, je disais, pour revenir sur ce que disais sur les personnes exclues du système financier classique, il faut quand même une capacité de remboursement, parce qu'un microcrédit reste un crédit. Et ça va être notamment des personnes qui sont fichées FICP à la Banque de France parce qu'en dossier de surendettement, mais qui ont une capacité de remboursement résiduelle qui va leur permettre de rembourser ce microcrédit. Tout à fait. Et on a une question d'ailleurs de Sarah qui demande d'expliquer le mécanisme de garantie. Donc, est-ce que tu peux expliquer peut-être, Pauline, comment on peut solliciter la garantie du Fonds de cohésion sociale ? Alors, en fait, c'est le prêteur qui va solliciter la garantie du Fonds de cohésion sociale, donc l'organisme bancaire qui, lui, décaisse l'argent et qui va pouvoir demander au Fonds de cohésion sociale. Le prêteur, il est agréé, en l'occurrence, c'est pas n'importe quel prêteur qui peut le faire et qui va pouvoir demander, du coup, 50% de l'impayé du client. Et ce qu'on constate, en tout cas sur la plateforme, c'est qu'il y a très peu d'impayés et que justement l'accompagnement budgétaire permet vraiment, autant pour le créancier que pour le bénéficiaire, d'aller au bout de ce projet. Donc nous, à Crésus, on fait du microcrédit depuis 2006, mais sur la plateforme depuis quelques années. Donc ça, c'est plus pour avoir des chiffres qu'on va passer rapidement, mais pour information, on a près de 20 000 microcrédits personnels qui ont été faits en 2023. Et sur ces microcrédits, il y a 87% qui financent de la mobilité. Donc typiquement, l'exemple que je vous donnais, l'achat d'une voiture,
Et donc, c'est pour 40% des Français qui sont exclus du crédit classique. Si vous avez peut-être des questions sur ce sujet-là, on y reviendra en fin de présentation. On peut passer, Pauline. Et donc, nous, ce qu'on a identifié à Crésus, c'est qu'on a vu 3 axes pour développer le microcrédit. Donc, on pouvait élargir l'accès au microcrédit en facilitant la prescription. Parce qu'on a vu que parfois, c'était juste un crédit qui était assez méconnu. Simplifier et sécuriser le parcours. Donc là, c'est pour ça qu'on a développé une web app sur laquelle on reviendra après. Et permettre l'accompagnement en présentiel, mais aussi à distance, pour fluidifier les échanges dans le montage du dossier et le suivi après le déblocage ou en cas de non-éligibilité. Donc, on a vraiment fait du microcrédit pendant plusieurs années, regardé ce qui permettrait de le renforcer, de continuer à le développer, parce qu'on sait qu'il y a une énorme partie de la population qui pourrait y avoir droit, mais qui ne cherche pas à le demander. Et donc, du coup, on a travaillé là-dessus et on a développé une web app qui s'appelle MCPA, Microcrédit Personnel Accompagné. Donc, vous avez une extraction, une capture d'écran là sur le diapo, donc qui est adaptable évidemment à tous les dispositifs, téléphone, ordinateur, tablette. Et donc, qui va permettre en fait pour le prescripteur de solliciter la demande pour son bénéficiaire à Crésus. Et donc, il va pouvoir demander le financement du projet. Et donc, on va pouvoir télécharger tous les documents. Tout est fait ultra intuitivement pour que ce soit facile pour le bénéficiaire pour télécharger ces documents dans la web app, que ce soit facile pour les conseillers de Crésus ou les bénévoles qui font du microcrédit pour regarder, consulter les documents, faire le budget sur la web app. Et après, derrière, pour pouvoir transmettre les informations aux partenaires, qu'ils soient financeurs ou qu'ils soient prescripteurs. Donc, c'est vraiment un écosystème informatique qui permet de fluidifier le process de la demande de microcrédit du début à la fin et pour tous les acteurs qui interviennent sur les dossiers. Et d'avoir vraiment une interface qui va permettre de regrouper toutes les parties prenantes que Julie vient de citer. Et donc, pour répondre à Daniel, c'est pas à taux zéro, non. Les taux dépendent des banques qui participent. Et donc, non, c'est pas des crédits à taux zéro, mais c'est pas des taux exorbitants. On n'est pas au taux des crédits renouvelables, on est en général dans des taux autour. C'est les crédits, en général, c'est les taux des crédits consommation classiques, mais effectivement qui dépendent des prêteurs. Et c'est comme les conditions d'octroi. Les conditions d'octroi vont dépendre également du financeur qui va mettre en place en fait des conditions à respecter pour qu'il accepte de financer le microcrédit. Ouais. Mais bon, c'est tout à fait. C'est pas ça en tout cas qui freine le développement du microcrédit. Alors là, il y a plusieurs questions. On y reviendra peut-être comme ça. On fera toutes les questions à la fin, Pauline, si ça te va, comme je vois que le temps passe. Mais je vois bien vos questions en tout cas à tous. Donc j'enchaîne juste sur la partie dilemme et après on aura BGV, on pourra répondre à vos questions. Donc sur Dilemme, donc c'est le programme dont vous a parlé rapidement Pauline tout à l'heure. Donc c'est un programme d'éducation budgétaire et financière qu'on déploie depuis 2013, donc qui est né après 5 années de recherche et de développement, où on s'est posé la question de comment réussir à parler d'argent simplement avec tous les publics, de permettre aux participants de réellement comprendre et retenir tous les sujets qu'on voulait aborder avec eux. Donc, on a décidé d'utiliser le jeu de plateau pour faire cela, parce qu'on a considéré, et les études qu'on a faites l'ont prouvé, que c'était un très bon moyen pour aborder la pratique de la problématique de gestion de budget par le jeu, voilà, en touchant du doigt voilà, la gestion du budget. Donc, notre mission, donc, c'est vraiment de former des citoyens responsables qui donc auront les outils et les connaissances nécessaires pour gagner en autonomie. On pense à Crésus que l'éducation est un des leviers pour lutter contre le surendettement. Donc, on a plein de missions et d'actions, vous les avez sur la slide, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'idée, c'est de transmettre des savoirs essentiels concernant les produits bancaires et assurantiels. Donc voilà, comprendre ce que c'est qu'un crédit, comprendre ce que c'est qu'un découvert non autorisé, comprendre pourquoi c'est intéressant d'avoir une assurance pour sa voiture, voilà, tous ces sujets-là. On veut aussi promouvoir la consommation éclairée et responsable. Donc ça, c'est un enjeu qui est évident dans les temps qui courent, mais c'est aussi un enjeu pour l'environnement, mais aussi pour le budget.
Donc, on a cette mission-là et enfin, de proposer des alternatives et des solutions en cas de difficultés financières. Donc, il y a évidemment l'action de nos associations, mais il y a plein d'autres solutions qui sont proposées par d'autres associations, par les villes, par les diverses collectivités. Donc, voilà, on essaie aussi de faire un peu la promotion de l'ensemble de l'écosystème pour permettre aux participants de nos ateliers de vraiment monter en compétence sur ces sujets-là. Donc, tu peux passer à Pauline. Donc, voilà un petit rappel pour la dernière étude de la Banque de France. Bon, il y en a eu une nouvelle depuis, mais les chiffres restent des mêmes ordres. Donc, on a 69% des Français qui jugent que leurs connaissances sont moyennes ou faibles sur les questions financières. Donc, ça permet quand même de renforcer l'intérêt de s'investir très fortement, en tout cas pour Crésus, sur ce sujet-là. 80% considèrent que l'éducation budgétaire devrait être enseignée à l'école. Donc ça, c'est un constat qui est partagé par tous et par la Banque de France, qui est l'opérateur national de la stratégie d'éducation financière, donc qui intervient également dans les collèges, notamment avec le passeport EducFi, mais dans d'autres niveaux scolaires. Et donc ça, c'est un des chantiers sur lesquels on travaille chez Crésus, c'est voilà, essayer de former les enfants, les pré-ados, les ados à toutes les étapes de leur vie sur ces questions de gestion budgétaire. Et enfin, 40% sollicitent spontanément des emprunts supplémentaires en cas de difficulté. Voilà, donc ça permet aussi voilà, de mettre en avant l'importance d'insister sur l'épargne de précaution ou toutes ces solutions qui peuvent intervenir avant de solliciter un emprunt. Parce qu'on sait bien que quand on a des difficultés, solliciter un crédit, c'est pas toujours la meilleure des solutions. Vas-y. Donc, on a 4 volets du programme, 4 déclinaisons. Donc, Dilemme Éducation, c'est la première qu'on déploie depuis 2013. Donc là, ça va être sensibiliser à la gestion du budget personnel et aux connaissances des pratiques de la banque et de l'assurance. Donc, c'est ce que je viens de vous présenter. C'est vraiment gestion du budget classique. Vous avez des charges, vous avez des revenus, comment vous calculez votre reste à vivre, comment vous constituez une épargne, prévoyance et précaution. Voilà, des choses assez classiques, mais qui malheureusement ne sont pas toujours connues et qui dépendent un peu de ce que nous ont transmis nos parents, s'ils ont réussi à nous parler librement d'argent, ce qui n'est pas toujours facile, notamment en France. Dilemme entrepreneur, donc là qui permet de sensibiliser à la gestion du budget de l'entrepreneur en tant que personne, mais aussi en tant que chef d'entreprise. Donc voilà, cette double gestion du budget. Voilà, qu'est-ce qu'il faut garder en tête, qu'est-ce qu'il faut mieux éviter de faire, comment on peut essayer de bien gérer son budget quand on se lance dans la création d'entreprise. Dilemme Avenir, qui est le petit dernier, voilà, qui est la suite de Dilemme Éducation. En fait, à partir du moment où vous savez vous constituer un reste à vivre et que vous avez réussi à épargner, qu'est-ce que vous pouvez vous faire de cette épargne? Donc là, on va essayer de se projeter, on va parler d'investissement immobilier, d'assurance, de préparation de la retraite. Donc voilà, c'est plutôt un atelier de 3 heures. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est des ateliers de 2 à 3 heures qui réunissent une quinzaine de participants. Donc là, voilà, Dilemme Avenir, un tour de plateau, ça va être une étape de la vie d'une personne qui évolue et donc qui se pose des questions un peu différentes en fonction. Et enfin, Dilemme Junior, donc là, qui est pour les 8-14 ans. Bon, évidemment, le niveau peut évoluer, donc on a plusieurs déclinaisons. Mais là, ça va vraiment être de sensibiliser sur la gestion du budget pour les enfants, donc leur faire comprendre de manière générale qu'est-ce que c'est qu'une banque. Qu'est-ce qui se passe quand tu mets ta carte bleue dans le distributeur? Voilà, des questions assez basiques, mais qui permettent surtout aux enfants de se poser des questions et de rentrer à la maison et d'en parler avec leurs parents et de créer un peu le débat à la maison. Donc là, je te propose qu'on avance. Des extensions éventuellement? Peut-être, ouais. Juste pour information sur le modèle de Dilemme, on a donc des jeux de plateau avec des cartes qui permettent de transmettre les notions théoriques, de faire des pauses pédagogiques sur tous les sujets qu'on aborde. Et donc, on va essayer aussi d'adapter les programmes au public. Et donc, quand on a l'habitude de travailler avec certains publics, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte un set de cartes, on adapte parfois même carrément les règles. Là, c'est ce qu'on a fait avec les publics que vous avez sur la slide. Donc, on a un parcours spécifique pour les étudiants, un parcours spécifique pour les militaires, pour les nouveaux arrivants et un parcours aidant-aidé. Et enfin, une adaptation complète. Donc là, on n'a pas changé que les cartes, on a aussi changé la mécanique du jeu parce que c'est un travail de fond qu'on a fait avec le ministère de la Justice, et donc pour les personnes placées sous main de justice. Là, c'est vraiment notre manière de travailler. On a un outil qu'on adapte et qu'on essaie d'ajuster au plus près des besoins de nos bénéficiaires.
Les ateliers sont disponibles en ligne. Donc ça, c'est pour Dilemme Éducation. Les ateliers sont disponibles en ligne, c'est-à-dire que vous pouvez vous connecter à un atelier. Il y a toujours un formateur qui est là, mais vous pouvez vous connecter à un atelier où vous soyez dans le monde et participer à ce jeu en ligne qui vous permettra d'apprendre des choses sur la gestion de votre budget, d'interagir avec d'autres personnes, de vous poser des questions et de débattre sur tous les sujets qui concernent l'éducation budgétaire. Dilemme Non, Avenir, on en a parlé tout à l'heure, et Entrepreneur aussi, et Junior aussi, impeccable. Un petit bilan chiffré des programmes. On a pour habitude, de manière générale, à Crésus, de toujours mesurer l'impact de nos actions. Et donc, du coup, on déploie des questionnaires à la fin de chaque atelier, et de manière périodique, on fait une mesure d'impact un peu globale de nos actions. La dernière qu'on a faite a montré que 94% des bénéficiaires déclaraient avoir amélioré leurs connaissances. Pour info, là, il y a un chiffre qui est intéressant. Depuis 2013, on a formé plus de 600 000 jeunes lors d'ateliers d'éducation budgétaire et financière. Vas-y, Pauline. J'accélère parce que je vois qu'il est 57. Oui, du coup, je te propose qu'on aille sur BGV. Oui, bien sûr, très bien, ouais, pas de souci. Et donc, notre dernier outil, c'est BGV, donc Budget Grande Vitesse. Donc, Budget Grande Vitesse, c'est une web app que vous pouvez d'ailleurs aller utiliser là tout de suite après le webinaire, qui va vous permettre de gérer votre budget de manière simplifiée. Donc, elle va agréger vos comptes bancaires. Donc, vous allez aller sur BGV, ça va se connecter à vos comptes bancaires. Donc, vous allez donner votre autorisation, évidemment. Les données sont protégées. Vraiment, on a le label EducFi Finance Innovation, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Donc là, pas d'inquiétude sur ce sujet-là. Donc, vous allez vous connecter à BGV. En fait, vous allez pouvoir travailler votre budget. Vous allez pouvoir regarder les catégories de votre budget. Vous allez pouvoir regarder votre reste à vivre et non le solde de votre compte en banque. C'est ça la différence avec ce que vous pouvez avoir notamment sur vos applis bancaires. Vous allez pouvoir consulter votre reste à vivre. Vous allez pouvoir recalculer vos droits aux aides sociales. Donc, BGV est connecté avec plus de 900 aides sociales. Donc, vous allez pouvoir simuler vos droits. Et donc, ça va vous permettre, voilà, dans votre poche, d'avoir un outil d'éducation budgétaire et un outil digitalisé de gestion de budget pour vous permettre, voilà, d'améliorer vos connaissances sur ce sujet-là et aussi, voilà, de calculer plus facilement votre reste à vivre. Peut-être que j'avance. Hein. Oui, bien sûr. Oui, oui. Donc là, Donc, vous avez des captures d'écran, mais ce qu'on fera, c'est qu'on vous enverra la présentation. Et là, BGV est accessible en ligne gratuitement. Donc, vous pouvez vraiment, dans tous les cas, nos outils sont toujours gratuits pour le bénéficiaire final. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille généralement sur prescription de nos partenaires. Mais là, en tout cas, BGV est disponible. Donc, vous pouvez y aller, vous pouvez l'utiliser. N'hésitez surtout pas à nous faire des retours parce on est en train aussi de le faire évoluer. Donc, ça, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Et enfin, une partie très intéressante qui est le dernier pôle qu'on a fait à la Fondation Crésus, qui est la partie recherche. Donc, on a une équipe de chercheuses qui travaillent. Donc, voilà, c'est une action qui est ancrée évidemment dans l'ADN de Crésus. Et donc, c'est une équipe de chercheuses qui travaille avec une approche basée sur la recherche-action. Donc, elles vont identifier une problématique terrain, mobiliser des connaissances pratiques et théoriques et essayer d'élaborer des solutions concertées et applicables. Donc, peut-être pour rentrer concrètement dans le sujet, la dernière étude qui a été menée et qui est sortie cette année, enfin l'année dernière maintenant, elle portait sur l'amélioration de la résilience des plus vulnérables en France. Donc, c'est une étude qui a été menée pendant 3 ans et qui a permis d'analyser l'impact de 3 outils sur la capacité des plus vulnérables à faire face aux imprévus. Donc, on a étudié la micro-assurance, on a étudié les applications de gestion budgétaire et on a étudié les serious games. Donc, voilà, l'étude a permis d'identifier les freins, de détecter des besoins non couverts et d'engager une réflexion collective donc, avec les partenaires, donc des partenaires bancaires, assurantiels, associatifs, institutionnels. C'était vraiment des groupes de travail très hétérogènes. Donc, ça nous a permis d'engager une réflexion collective avec les acteurs concernés pour améliorer ces dispositifs. Donc là, maintenant que cette étude elle est sortie, d'ailleurs, vous la trouverez sur notre site internet si ça vous intéresse de la consulter. Maintenant, on est passé à l'étape opérationnelle. Donc maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, et ben, comment on met en place tout ce qu'on a pu identifier pendant cette étude-là. Bon, voilà pour
pour les trois actions, les 3 dernières actions de l'association pour la fondation. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Comme il est 15h01, je vous propose en tout cas de vous remercier et de vous saluer pour ceux qui devraient enchaîner sur une autre réunion et qui devraient nous quitter. Je ne voudrais pas ne pas vous saluer. Donc, on vous remercie pour votre attention et on va essayer de répondre aux questions en attendant. Et pour ceux qui s'en vont, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Vous avez nos mails dans la présentation. Avec Pauline, on est vraiment disponible pour vous en dire plus sur nos programmes, pour vous expliquer davantage l'association. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Et donc, je reviens sur les questions. Est-ce que vous pouvez... Ça, on a répondu. Quels sont vos partenaires financeurs? Donc, ça, c'était pour le microcrédit, je pense, puisque oui, c'était donc le partenaire. Donc, pour l'instant, c'est essentiellement BNP avec qui on travaille pour le financement du microcrédit. Mais on a d'autres pistes qui sont en train de se concrétiser. Et donc, ce sont, pour la deuxième question qui revient, c'est des banques classiques. Oui, c'est des banques classiques qui peuvent très bien se mettre au microcrédit. Après, c'est une démarche qui est quand même engagée pour l'organisme de crédit ou la banque. Donc, ça demande un changement de pratique et un engagement important. Donc, mais toutes les banques n'en font pas encore, mais on espère en tout cas que c'est amené à évoluer. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a développé notre outil, c'est que c'est un outil qu'on met au service de tous pour nous encourager à avancer davantage sur ce volet. Alors, on a une question. Est-ce que l'éducation budgétaire est obligatoire dans les établissements scolaires? Ce serait indispensable. Alors, l'éducation budgétaire est désormais obligatoire pour les classes de 4e dans le cadre du passeport EducFi. Donc, c'est-à-dire que, bon, là, c'est l'expérimentation, je crois, c'est généralisé. Donc, je ne sais pas si c'est encore mis en place dans l'intégralité des collèges, mais en tout cas, c'est la finalité de l'action. Donc, c'est un module de 2 heures pour lesquels les profs sont encouragés à travailler sur l'éducation financière. Donc, on leur propose des contenus et ils ont cette thématique à porter auprès de leurs élèves de 4e. Donc, ça avance. Après, je pense que la Banque de France qui travaille là-dessus, nous et l'ensemble de l'écosystème de l'éducation financière, on aimerait en faire beaucoup plus parce qu'on pense qu'effectivement, c'est par ce biais-là qu'on arrivera à toucher le plus de monde, à avoir un impact le plus important. Mais c'est en process, quoi. Alors, je pense que c'est toi qui répondra de toute façon, hein, Julie, mais du coup, je pose les questions. Quand sortira Dilemme Éducation V2? On voit que là, c'est quelqu'un qui connaît déjà bien. Alors, sortira Dilemme Éducation V2 normalement septembre-octobre, Daniel. On est en tout cas en train de finaliser et il y a, parce qu'effectivement, pour les autres, on arrive à la fin des stocks de coffrets de Dilemme Éducation. Donc, on a remis à jour tous les contenus. On a fait évoluer un petit peu les mécaniques de jeu pour coller encore plus avec l'actualité. Et donc, la prochaine version sortira en octobre. Il y avait une question dessus, je crois. Je ne sais pas si celle de Sarah, j'ai peut-être répondu. Alors, est-ce que vous pouvez préciser les modalités oui. d'éducation financière, en tout cas d'éducation nationale? Donc, je pense que c'est ce que tu as. Ah, c'est ça, oui. Pour l'instant, c'est le passeport EducFi. Et après, nous, on intervient aussi dans les établissements scolaires. Nous, Dilemme, sur demande, en fonction des partenariats qu'on a avec tel ou tel établissement, on y va, on intervient pendant 2 heures ou alors on forme des profs, des instits à l'animation des ateliers. Et dans ce cadre-là, ils ont une boîte de jeux et ils animent eux-mêmes des ateliers auprès de leurs étudiants ou élèves. Et je me permets de compléter, les associations Crésus sur le terrain dont on vous a parlé, donc les membres de la fédération Crésus, animent également beaucoup de sessions d'éducation financière. Ça fait vraiment partie de leur ADN également, et évidemment toujours via Dilemme. Et Frédéric pose la question: je travaille dans l'armée, comment fonctionne votre intervention auprès des jeunes militaires? Alors, c'est sur demande. Le partenariat qu'on a fait là, sur lequel je revenais tout à l'heure, c'était avec les CTAS. Je crois que c'est ça l'acronyme. Vous le saurez, en tout cas, si ce n'est pas ça, vous me le direz. Mais qui nous ont demandé d'intervenir donc auprès de jeunes militaires. Et donc, c'était une série de 10 ateliers où on a intervenu auprès des groupes. Et après, à l'issue de ce partenariat-là qui était dans le Grand Est, on a formé les assistants de service social de l'armée, du CTAS, je crois, et qui se sont formés et qui désormais sont autonomes dans l'animation des ateliers. Ça, c'est un exemple
le partenariat qu'on a eu avec le ministère des Armées. Et je crois qu'on a fait le tour des questions écrites en tout cas. Alors peut-être s'il y a encore des questions, vous pouvez prendre, peut-être lever la petite main et puis on vous donnera la parole. Oui, bah attends, je vois que Monsieur Cochard là, de Crésus Touraine a rebondi sur les partenaires du microcrédit. Ouais, tu as raison. Crédit Mutuel et Parcours Confiance pour le microcrédit. Effectivement, moi, je parlais des partenaires du microcrédit sur la plateforme de la Fondation, mais les associations Crésus, nous, des partenariats avec des financeurs de microcrédit. Donc, c'est pas forcément les mêmes que nous à la plateforme. Donc voilà, on balaye sans doute avec les associations tous les financeurs des microcrédits. Oui, les crédits municipaux également sont prêteurs dans le cadre du microcrédit, travaillent avec certaines associations Crésus. Également, les points passerelles du Crédit Agricole travaillent aussi avec certaines associations Crésus en tant que prêteuses. Je fais. J'ai une question de Fahardine. Est-ce que les entreprises à Mayotte peuvent prétendre votre accompagnement malgré la distance qui nous sépare avec la métropole? Donc là, on n'a pas d'association Crésus à Mayotte. Ça, c'est malheureux, mais avec plaisir en tout cas pour réfléchir à monter une association Crésus. Je répondrai après pour le volet fondation, mais juste pour les associations Crésus, c'est vraiment une démarche, l'ouverture d'une association Crésus qui est importante parce qu'il y a un investissement qui est quand même assez fort. Donc, ça doit venir d'une personne qui a envie de s'investir et de monter l'association en local pour pouvoir accompagner les personnes en situation de vulnérabilité financière ou de surendettement là-bas. Donc ça, c'est aussi une possibilité si vous avez envie ou si vous connaissez, vous rentrez en contact avec Pauline et on pourra vous expliquer comment faire. Et après, pour le côté plateforme, nous, on a des bénéficiaires qui viennent de Mayotte, bien sûr, mais la plateforme, en fait, travaille sur prescription. Donc ça va être le partenaire prescripteur qui va détecter la difficulté, qui va orienter vers la plateforme. Donc ce qu'il faudrait, c'est avoir un partenaire prescripteur qui travaille particulièrement. Je ne sais pas, il y a peut-être une banque qui est plus investie à Mayotte ou des organismes de crédit ou des structures d'État qui pourraient nouer un partenariat avec la plateforme pour pouvoir faciliter la prescription de personnes en difficulté avec la plateforme nationale. En tout cas, nous, on est toujours très ouverts pour élargir les partenariats et encore plus si ça peut permettre de couvrir une zone sur laquelle malheureusement on n'est pas encore assez présent. Et je me permets du coup de compléter, parce que là, franchement, Julie, tu m'ouvres la porte à un appel aux bénévoles. Donc nous, comme je vous le disais, moi, je représente la Fédération Crésus, les associations sur le terrain, et on est toujours en recherche de bénévoles. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, qu'il y a une association Crésus pas loin de chez vous, n'hésitez pas à me contacter. Ou si d'autres autour de vous parlaient de Crésus et dites que nos associations aident les personnes en difficulté financière, qu'on est toujours à la recherche de bénévoles pour nous aider. Et je te remercie, Julie, d'avoir bien expliqué, quand on n'a pas d'association Crésus, il y a toujours moyen de créer une nouvelle association. Tu parlais de Crésus Touraine tout à l'heure, qui est notre petite dernière, qui va fêter ses 5 ans la semaine prochaine. Et en tout cas, pour parler de Mayotte où il n'y a pas d'association, effectivement, si vous êtes intéressé par monter un projet, alors moi, je vous conseille de ne pas y partir seul, parce que c'est quand même une responsabilité qui est plus facile quand on peut la partager. Mais en tout cas, n'hésitez pas tous, si vous avez des volontés de créer une structure Crésus, vous avez la carte sur la présentation qui n'existe pas encore. Vous verrez qu'on a un petit trou dans le centre et puis un petit trou dans le sud, du côté de Marseille. En tout cas, n'hésitez jamais à m'envoyer un mail ou à me contacter pour qu'on voit la faisabilité du projet. Et en tout cas, vous pouvez parler du bénévolat Crésus autour de vous, qui est un bénévolat qui est, je pense, particulièrement, bon, je prêche un peu pour ma paroisse, mais qui est un bénévolat qui est particulièrement intéressant. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que les bénévoles qui rentrent chez nous, en général, restent très longtemps chez nous. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit qu'elle était intéressée, mais qu'elle avait cru comprendre qu'il fallait absolument s'engager sur 1 an pour être bénévole. Alors ça va vraiment dépendre des associations. Je vous l'ai dit, elles sont indépendantes. Je ne pense pas qu'il y ait d'obligation sur 1 an minimum, mais par contre, il faut bien avoir conscience que, comme je vous l'ai dit, il y a une formation
qui est dispensé par l'association et par la fédération. Et donc, en général, c'est vrai que dès lors qu'on a une formation, on va être autonome plutôt au bout de 6 mois. Bah, c'est vrai qu'un engagement sur 1 an semble assez, je dirais, raccord avec ce temps de formation, bien que, alors, formation ne veut pas dire je n'interviens pas et je ne fais pas de rendez-vous. Souvent, les associations, elles prévoient une première partie d'intervention, toujours en binôme, pour pouvoir travailler avec un bénévole plus expérimenté. Et quel est le profil pour être bénévole, Pauline? Alors, je dirais que c'est quelqu'un qui a du temps, hein, déjà, ça c'est pour le bénévolat. Quelqu'un qui a une fibre pour l'accompagnement des personnes en difficulté. Par contre, il n'y a pas d'obligation de profil du type il faut forcément avoir travaillé dans la banque, il faut forcément avoir travaillé dans une profession du droit. On le voit hein, aujourd'hui, le profil des bénévoles évolue et on va avoir des personnes qui viennent de tout milieu, même si on a, je dirais, en grande majorité, effectivement, des gens qui viennent du secteur bancaire, des professionnels du chiffre et du droit, mais également du travail social. Mais je tiens à l'affirmer, la procédure de surendettement, le surendettement, c'est une problématique où il faut être formé, ça ne s'apprend pas, mais l'association Crésus, elle est là elle assure la formation du bénévole. Donc il ne faut surtout pas se restreindre parce qu'on se dit j'étais pas dans la banque, j'étais pas dans le travail social. L'association Crésus, elle est là pour vous former et une fois que on connaît la procédure, on la connaît et en plus les associations ont la chance, allez, j'y vais en prétention, d'avoir toujours comme référent leur président qui est un expert plus et au sein de la fédération, c'est comme une hotline juridique et donc les bénévoles Crésus qui sont là savent que quand ils ont une question, quand ils ont un problème, ils peuvent téléphoner à la fédération pour avoir des conseils sur la gestion d'un dossier. Et le temps minimum pour être bénévole? Alors, Quel est le temps minimum de disponibilité pour être bénévole et avez-vous besoin d'un local car cela peut être bloquant? Alors, ça dépend 2 vraiment questions de différentes. l'association. Ça va vraiment dépendre de l'association. En fait, hein, on a la possibilité. Alors, je vais répondre sur le temps. Ça va dépendre de l'association. En général, on demande quand même une disponibilité minimale d'une demi-journée par semaine. L'idée, c'est surtout de pouvoir assurer une certaine régularité. Alors, ça ne veut pas dire que le bénévole ne peut plus partir en vacances, hein, faut pas s'inquiéter, mais en tout cas d'avoir une certaine régularité pour pouvoir assurer les permanences, puis pouvoir organiser l'accueil des personnes bénéficiaires de l'association. Et la deuxième question, je ne sais plus ce que On a c'était. besoin d'un local, peut-être Ah, pour monter une asso, ça doit être. alors, pour monter une association, oui, c'est pas plus mal. Après, nous, on est aussi là pour accompagner, pour dire qu'il y a un réseau qui est derrière. C'est pour ça que la création d'une association, en fait, ça se travaille vraiment avec les monteurs de projets et la fédération. Après, quand il y a déjà une association, en général, il y a déjà des locaux. Ça ne veut pas dire, et ça arrive souvent, qu'un bénévole arrive dans l'association, il a des liens avec une mairie, un CCAS ou n'importe quel lieu et qui peut permettre de créer des nouveaux points d'accueil. Je n'entends pas association, mais points d'accueil des bénéficiaires de l'association. Je vois que Sarah Ouais, posait cool, la je question. crois que pour les questions. Est-ce que vous avez des liens avec un banquier dans ma classe? Ouais, j'ai répondu. On T'as a des répondu, liens, pardon. on se connaît bien parce qu'on est membre de la stratégie, mais on n'intervient pas dans le cadre de J'invite un banquier ni inversement. Il y avait aussi une question de Fanny. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais comment êtes-vous implanté sur les territoires, quelque part de présentiel et de distanciel dans vos solutions? En fait, ça va vraiment dépendre, hein, c'est ce que je disais. Il y a la fédération, les associations locales sur le terrain, avec une couverture qui est quand même déjà pas mal en France, mais qui ne couvre pas encore toute la France, qui fait beaucoup. Alors, les associations Crésus font un peu de distanciel, mais font beaucoup de présentiel. Et la fondation, qui, elle, fonctionne au niveau de la plateforme d'accompagnement budgétaire par téléphone et donc à distance, qui permet de couvrir en fait l'ensemble du territoire. Ouais, très bien. Mesdames et messieurs, Bah, écoute, je crois qu'on il n'y a a plus de plus de questions. questions. Donc, on va vous remercier. On espère que ça vous a intéressé et que ça vous a permis de mieux comprendre l'association. N'hésitez Et pas, n'hésitez surtout pas. vous recevrez la présentation. Alors, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou lundi, mais n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez le contact de Julie ou de moi-même si vous avez besoin de plus d'informations. Merci à tous. Au revoir et à Merci à tous. bientôt. Au revoir.